Et bonjour, c'est Nicolas. Oula, j'ai crié fort là. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Et Antoine est super content aussi. Je suis pas seul. Attends, tu vas voir, je te le passe 2 secondes. Ah, ça c'est bon, c'est nature peinture. Voilà, c'est génial. On est à la maison. Enfin, on est dans les studios. Ça fait pro ça. Bref, aujourd'hui, je suis avec Antoine. T'as vu peut-être le titre de l'émission. C'est On s'en fout de l'argent. Et j'avais vraiment envie d'en parler avec Antoine. Parce que j'ai trouvé qu'il était tout indiqué pour parler de ce sujet. Surtout venant d'un mec qui est assez concentré sur le fric. Et un autre gars qui est assez paradoxal pour à la fois en avoir rien à foutre, mais à la fois aimer ça. Je te présente pas Antoine, je te laisse faire des recherches. De toute façon, ça m'emmerde de commencer par les présentations, donc il le fera très bien s'il en a envie. Antoine, j'ai envie que tu nous racontes comment t'en es arrivé finalement à ce que moi j'ai l'impression que t'en aies rien à foutre de l'argent. Mais c'est une très bonne question et ça intéresse beaucoup mon psy aussi, à qui j'en parle de temps en temps. C'est une bonne façon pour commencer une interview, je pense. Mon psy se pose les mêmes questions que toi. Je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 42 ans. Je suis ravi que Nicolas Popovic m'invite dans son studio. Il y a un petit feu de cheminée à côté. On est sur un canapé en poil de bête. Il y a un joli tapis avec une tête de lion au sol. On est bien et on va parler aujourd'hui d'argent. Et de ne pas en gagner, et d'en gagner, et d'en avoir, et de ne pas en avoir. Je suis obligé d'intervenir pour préciser que rien n'est vrai. Et je caresse ton tigre depuis tout à l'heure. Et c'est marrant, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir un tigre comme animal de compagnie. C'est vachement plus calme que ce que je pensais. Le mec a regardé mon Instagram, ça me met mal à l'aise. Il y a une photo d'un tigre et moi enfant sur mon Instagram. Le seul truc des grands gens, c'est quand il faut lui filer une poule pour bouffer, pour bouffer son déj. Ça fait mal au cœur pour la pauvre poule. Alors, écoute. Plus sérieusement, pourquoi j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de l'argent? Mais c'est tout à fait vrai. J'ai été élevé dans une famille où l'argent était un sujet tabou. Et au final, ce qu'on peut remarquer en France, et peut-être dans le monde entier, c'est que tout le monde a un rapport malsain à l'argent, globalement. Quand t'es pauvre, tu veux en avoir plus. Quand t'es riche, tu veux le cacher. Quand tu gagnes bien ta vie, t'oses pas dire ton salaire. Quand t'en as et que tu veux rouler en grosse voiture, tu roules en petite voiture. Quand t'en as pas, tu veux rouler en grosse voiture pour montrer que t'en as. Quand t'es pauvre, tu t'habilles bien avec un joli costume pour faire comme si t'en avais. Quand tu dragues une fille, tu fais comme si t'en avais. Mais ensuite, quand t'es face à tes amis d'enfance, tu fais comme si t'en avais pas. On a tous un rapport déglingué à l'argent. Et même ceux qui aimeraient avoir aucun rapport à l'argent, qui finissent prêtres ou moines à vivre sous un arbre, le rejettent dans sa globalité. Donc l'argent est un sujet problématique. Et quoi que tu aies comme rapport avec ça, ce sera toujours problématique. Je te donne un exemple qui est très simple. Tu vas au restaurant, tu vas avec des copains manger au restaurant, et t'as toi qui veut te faire plaisir, qui veut te prendre entrée, plat, dessert. T'en as un autre qui veut se prendre un verre de champagne. T'en as un autre qui veut économiser et qui va manger le moins possible, juste une salade pour pas avoir à prendre à manger. T'en as un qui va vouloir partager à la fin entre tout le monde. T'as celui qui va vouloir qu'on paye tous séparément, etc. Et toi, en ton fort intérieur, t'es persuadé d'avoir la bonne réponse par rapport à ça parce que t'es persuadé que le bon rapport à l'argent, c'est celui que toi, tu as à l'argent. Toi, par exemple, Nico, l'argent, tu l'utilises pour faire des investissements immobiliers. Et tu es persuadé à 100% que c'est le bon rapport. Et si quelqu'un va penser différemment, tu vas dire, il est con, il sait pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai un rapport à l'argent qui est complètement différent et déglingué différemment. Et si les gens ont un rapport autre que ça va me faire bizarre. Et si tu entends les gens, ils ont chacun leur bonne idée de façon bien pensante de se dire, voilà, on va pas épiloguer pendant 3 heures, mais je pense que vous avez compris le truc. Même au sein d'un même couple, même au sein d'une même famille, même au sein d'une même fratrie, chacun a son rapport déglingué avec l'argent qui est différent et chacun pense avoir ultra raison dessus. Au final, l'argent ne sert à rien, c'est ça que je vous apprends aujourd'hui, c'est mon rapport déglingué avec l'argent. L'argent est un jeu qui se gagne comme au Monopoly, qui se perd comme au Monopoly, qui ne sert absolument à rien, à part avoir un peu de liberté. Antoine, est-ce que tu penses que tu parles comme ça parce que tu as de l'argent? Probablement, ouais. Alors, je peux te dire d'où ça me vient. J'ai une famille qui était extrêmement... qui avait un rapport angoissé par rapport à l'argent. C'était son rapport. Mon père me disait toujours qu'on vivait au-dessus de nos moyens, qu'il ne savait pas comment est-ce qu'il allait payer ses investissements, qu'il, a priori, avait un trop grand train de vie. Alors, trop grand train de vie, je viens d'une famille qui est très modeste. Trop grand train de vie, ça voulait dire, par exemple, s'acheter un monospace alors qu'on avait juste l'argent pour s'acheter une voiture citadine, tu vois. Enfin, c'était ça, ce genre de gros train de vie, quoi. Ou partir 2 fois en vacances dans l'année plutôt qu'une fois. On en était à ça. Hein. Et du coup, j'avais cette impression que notre avenir, ou peut-être qu'on serait un jour à la rue, qu'il y aurait peut-être un problème par rapport à ça. Et ça m'a angoissé. Je me suis dit, quand je serai plus grand, je saurai comment en gagner. Et ce qui est différent de je saurai comment en avoir et le gérer, on est d'accord. Je serai toujours assez malin pour, si j'ai envie, en récupérer ou en gagner. Un peu comme, je sais pas, un enfant africain serait devant un champ de papaye
Et il dirait, si j'ai faim, je sais comment monter un arbre. Les papayes poussent dans les arbres ou pas? J'ai un doute. J'en ai aucune idée, je comprends rien aux plantes. Un peu comme si je voulais un enfant un Africain était en Afrique et il disait, quand j'ai faim, je saurais monter aux arbres pour choper une noix de coco et manger. C'est mon cas. Je sais, j'ai appris. Mon grand plaisir, c'est d'avoir appris comment faire pour aller en gagner, si j'en ai besoin. Si je n'ai pas besoin, je m'en fous. Alors du coup, bon, c'est vachement intéressant parce que nous, je parle pour ceux qui nous écoutent et moi, parce que je fais partie des mecs qui on essaye d'en gagner par l'immobilier, l'investissement, et tu as dit une chose intéressante, tu dis, bon ben voilà, moi je pense que c'est ça qui est bon, et bon, on va pas refaire tout ce que tu as expliqué. Ce qui m'intrigue chez toi, c'est que ça va vraiment plus loin que ça en fait, c'est que tu sais comment en gagner, mais au final tu sais pas quoi en faire. Et ça me tue en fait, c'est... Là où plein de gens qui quand ils auraient de l'argent, ils auraient des milliers de choses à faire. Toi, au final, non seulement t'en as rien à foutre, mais en plus, t'as cette espèce de facilité pour, j'ai l'impression, encore une fois, de l'extérieur, arriver à vivre comme si t'en avais absolument pas besoin et comme si, finalement, on pourrait t'enlever, changer ta voiture, changer tes vêtements. Enfin, j'ai la sensation que t'en as rien à foutre, en fait. Et j'aimerais que tu essayes de transmettre avec tes mots comment t'arrives à finalement décorréler finalement le rapport au quotidien et aux choses par rapport à l'argent, parce que tout le monde aujourd'hui a l'impression que tout est payant. Et moi, quand je parle avec toi, j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'argent pour vivre, en fait. Je reviens sur l'image de la noix de coco. Si jamais je retranscris cette image dans ma tête, dans ma tête c'est évident, mais c'est mon rapport déglingué encore une fois. Dans ma tête, si jamais j'ai faim et que je monte à l'arbre et que je récupère une noix de coco, j'ai de quoi manger. Et ça s'arrête là, en fait. J'ai pas besoin. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que les gens qui sont dans l'immobilier et autres ont cette besoin d'aller récupérer toutes les noix de coco dans l'arbre, d'aller les foutre dans un grand hangar, de créer une société qui va en vendre, qui va les foutre en boîte de conserve, qui va les vendre, qui va pouvoir générer de l'argent pour pouvoir planter d'autres arbres, etc. Alors qu'au final, il suffirait juste, à chaque fois que tu as faim, de monter dans l'arbre, prendre une noix de coco et final. Si jamais je veux m'acheter une voiture, je vais juste créer une formation qui va me permettre de... Je vais me demander combien coûte la voiture de mes rêves, peut-être, je sais pas, n'importe quoi, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. Je vais mettre en place un plan en quelques semaines ou quelques mois pour me l'acheter, et je vais vendre suffisamment pour me l'acheter, et j'aurai ma voiture. Et fin, en fait. En réalité, tu viens de résumer exactement la manière dont pensent les investisseurs et toute la famille qui est derrière moi et qui m'écoute et qui doit être mort de rire. Là où tu m'écoutes, tu dois être mort de rire comme moi. Alors, j'ai une question à te poser. Antoine, demain, tu n'as plus d'argent. On va imaginer, tu n'as plus un rond, plus rien, Tu sais quoi le premier truc que tu fais? Mais c'est déjà ce que je fais. J'ai de l'argent sur mes comptes bancaires à pas savoir comment faire. Je sais. Non, mais imagine, tu n'as plus rien du tout et tu te lances là. Tu dois te lancer pour gagner de l'argent. Quelle est la première Qu'est-ce que tu mets en place pour regagner de l'argent là? Demain, tu n'as plus rien du tout. Tu dois gagner de l'argent. Tu fais quoi? Je suis j'aime bien vendre. J'ai une sœur qui me dit que... Alors, c'est pas très flatteur ce que je vais vous dire sur moi. J'ai une sœur qui me dit que je vends du vent. C'est comme ça qu'elle voit le coaching. Elle vend de l'air. Elle m'appelle le moulin à vent. C'est le mec qui brasse de l'air et ça sert à rien. Et je pense que je vendrais du coaching. Ouais. Il n'y a rien à posséder, il n'y a rien à avoir. Tu peux simplement mettre un petit lien dans Facebook, expliquer un peu ta démarche, faire une petite vidéo et être récupérer des clients pour quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'euros. Je vais te poser la question qu'ils sont tous en train de se poser, parce que tu sais, dans l'immobilier, on se pose tous la même question. Hein. Mais si demain tout le monde vendait du coaching, comment tu ferais pour en vendre, toi? Mais il y a un vendeur il y a un boulanger par rue. Enfin, tu peux en avoir des millions, des coachs, des millions dans tous les domaines. Tu auras toujours ta place. Alors, qu'est-ce que tu penses maintenant? C'est des questions rigolotes, hein, mais ça m'amuse toute cette discussion. Je cherche pas à en tirer une conclusion, hein, c'est un échange, hein, encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de la famille belge qui a le monopole des diamants, qui a créé artificiellement un marché du luxe autour du diamant alors qu'il y en a à moudre et qu'on pourrait le payer 2 euros et que c'est ce que ça vaut réellement? Qu'est-ce que toi t'en penses au final? Parce que ton image de la noix de coco enfermée dans un hangar, clôturée, revendue, c'est la bonne image. Donc j'aimerais avoir ton avis sur la question. Pourquoi ta question c'est est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il est intéressant de créer artificiellement un marché autour de quelque chose? De l'usiner, c'est-à-dire que j'ai bien aimé ta démarche autour de la noix de coco qui est de dire, toi le mec en immobilier, t'imagines comment toutes les prendre, les mettre dans un coin puis les revendre au goutte à goutte pour te faire du pognon. C'est exactement ça, et tous les investisseurs en réalité on est comme ça. Moi mon rêve c'est d'avoir une autoroute, au bout de l'autoroute il y a un pont, il y a un seul péage, le péage est à moi, t'es obligé de passer, c'est mon kiff suprême, tu vois. Donc ce qui m'intéresse dans ta démarche qui est aux antipodes de la mienne, tu vois, moi c'est contrôle, maîtrise, paye, tu vois, c'est plus hop je prends ça, je vais là, j'en ai pas forcément besoin, mais Qu'est-ce que tu penses de cette famille belge qui maîtrise le marché des diamants dans sa globalité? Ton avis, qu'est-ce qui vient?
À mon sens, c'est des façons de penser qui sont révolues, ces histoires de monopole. Et on le voit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du petit entrepreneur, comme au niveau des grosses sociétés, Apple, Microsoft, etc. Au niveau des navigateurs web, on voit bien, tu as des lois antitrust qui se balancent dans tous les sens. T'es forcé dans un marché capitaliste d'envisager ces lois antitrust. Tu es forcé d'envisager la concurrence. La concurrence est une bonne chose, il faut la laisser vivre. J'adore tous mes concurrents, vraiment. Et c'est aussi eux qui me font progresser. Tu me verras jamais dans un monopole ou dans un trust. Tous mes concurrents me font avancer. Ils me donnent tous envie d'aller plus loin. Je n'aurais jamais été aussi loin aujourd'hui si j'avais pas eu de concurrents. Jamais. Ils me donnent des idées, ils me donnent envie de me battre, ils énervent mes équipes, ils ont envie de les dépasser, d'être encore meilleurs, etc. Ça fait une course. Il y a une théorie qui est super intéressante. Elle te dit la chose suivante. Elle te dit, si jamais tu balances ton bras dans l'air, t'as pas de résistance, tu ne sens quasiment pas ton bras. Si maintenant tu viens... Alors c'est un moment qui est absolument pas audiovisuel du tout. Hein. C'est audio, il y a rien à voir. Mais si jamais tu mets tes deux mains l'une contre l'autre et que tu les pousses, tu vas sentir tes mains parce que tu les pousses, parce qu'il y a du combat, il y a du jeu. En football, si jamais tu fais jouer ensemble une équipe de première division face à une toute petite équipe française, l'équipe de première division va passer au travers l'autre équipe, il n'y aura pas de jeu, ce ne sera pas intéressant. La vie devient intéressante, tu commences à sentir que tu es vivant quand tu as de la résistance face à quelque chose. Quand tu as un concurrent qui est résistant, qui est bon, quand tu as un marché qui est un peu costaud. En couple, avec qui les gens se mettent? Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses? Parce que ça crée de la résistance. Vivre, c'est rencontrer de la résistance. Tant que tu rencontres de la résistance, tu es vivant, tu t'améliores et tu sens que tu es vivant. C'est très intéressant, je suis très content de parler avec toi. Merci. J'ai une question qui va nous intéresser tous. Antoine Pietavin se lance dans l'immobilier. Comment il révolutionne ce marché? C'est une question super compliquée. L'idée de possession est très perturbante pour moi. Sans faire le bouddhiste ou le mec bizarre, mais c'est un marché qui est... pour moi, déjà, l'idée d'avoir seulement 10% de rentabilité par an, c'est déjà fou. En fait, ça me paraît très peu. Moi, j'aimerais avoir 10% par jour dans les business web. Et si je voulais le révolutionner, je sais pas si des places si des endroits devraient appartenir à des gens. J'ai l'impression de venir à l'antithèse de tes 300 podcasts sur ton site en disant ça. Je suis pas sûr qu'on devrait posséder quoi que ce soit sur Terre. On devrait pas posséder l'autre parce qu'on est en couple, on devrait pas posséder un appartement, on devrait pas posséder des trucs, on devrait être temporairement à un endroit et ouais, voilà. Je trouve que c'est super intéressant, tu vois, parce que c'est vraiment à l'opposé des personnes qui nous écoutent. Les mecs qui sont dans ma famille, comme je les appelle, ils sont à fond sur la possession. Antoine, est-ce que tu es capable d'acheter une baraque à 2, 3, 5, 10 millions d'euros? Ah, bien sûr. J'ai remarqué que les maisons intéressantes commençaient vers 1 million d'euros. Et au-delà. C'est là qu'elles devenaient sympas, les maisons. Ouais, je pourrais le faire. Ouais. C'est peut-être ce qui va m'arriver d'ailleurs au passage. J'habite dans un endroit qui est à la mer, un peu en dessous d'Aix-en-Provence, et il n'y a aucune maison à louer parce que toutes les maisons sont sur Airbnb. Et là, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que toutes ces maisons sont sur Airbnb? Pourquoi il n'y a aucune maison à louer aujourd'hui dans les 4 villes à la plage où je suis, et il y a 386 maisons à louer sur Airbnb? C'est très facile à comprendre. Le marché de l'ARP, en fait, si tu veux, puisque la maison, c'est au départ, le marché de l'ARP, il n'est pas rentable. De manière inhérente, avant Airbnb, il y a eu un avant et un après. Tu ne pouvais pas, avec ta RP, générer des revenus qui couvrent les frais. Je m'explique. Tu prenais ces RP qui avaient là où tu habites, peu importe, et on peut imaginer que le loyer maximum que tu allais pouvoir atteindre, même dans une ville hyper cotée, machin, soit 2 ou 3 000 euros par mois. Il y a de grandes chances que ça couvre même pas le foncier. Donc les gens, en fait, c'était pas des villas qui gardaient, en fait. Et avec Airbnb, il s'est passé une chose très surprenante, c'est que tu arrives à louer ta baraque 25 000 euros par mois. Et qui, du coup, ta baraque louée 2 mois ou 3 mois, elle devient rentable. Et en plus de tout ça, il s'est avéré encore une chose qui est encore moins prédictible, c'est que ce marché-là est la cible de gens qui ont du pognon. Ce qui veut dire que pour le bailleur, il a en face de lui une cible de gens qui ne vont pas lui poser de problème pour le paiement, pas lui poser de problème pour un contentieux quelconque, il ne va pas y avoir d'expulsion, il n'y a pas de problème. Et même s'il y a un problème, il est que de court terme, puisque finalement tu as loué pour un mois, le mois d'après il y a un turnover qui se met en place,
ça devient beaucoup plus facile et plus fluide. Donc du coup, c'est vrai que le marché de la RP, il a été perturbé, je pense, par tout ce système-là. Et moi, je peux même aller plus loin que ça. Moi, je connais des gens qui aujourd'hui louent leur maison 2 mois par an et ils ont une baraque qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir avant Airbnb et qu'ils ont les moyens d'avoir depuis qu'il y a Airbnb. Bon, enfin voilà, c'était pour répondre à ta question, mais c'est un détail. Donc tu pourrais t'acheter une grosse baraque. Et qu'est-ce que tu penses de la copropriété? Juste pour finir, c'est une question qui m'amuse un petit peu parce que finalement, bon, moi je déteste la copro, hein, bien évidemment, parce que c'est partager la propriété avec d'autres. Est-ce que toi ça te pose problème ou pas? Venant d'un mec qui, bon, je voulais pas présenter, mais c'est quand même aussi monsieur colocation au passage. Ouais. J'aimerais juste avoir ton avis sur la copro. Là, j'ai pas. Ok, écoute, aucune. C'est une très bonne dernière question. J'ai aucun avis dessus. J'ai acheté une maison, enfin un appartement en copro là il y a. À force qu'on tanne avec l'immobilier, je me suis dit, vas-y, je vais en acheter un. Et j'ai fait la pire affaire de ma vie. Je vous la raconte quand même pour rigoler. On rigole 2 secondes. Je connaissais pas encore Nicolas à l'époque. J'ai acheté un studio dans le neuf. Une fortune qui il y a bien sûr aucun travaux. Elle a 2 ans de retard dans la livraison. Je sais pas si on entend bien les rires de Nico qui est juste derrière. J'ai une rentabilité qui est naze au possible et c'est une copropriété et je ne vais pas aux réunions, je m'en fous et voilà. Bah, je vais poser des questions que j'ai pas l'habitude de poser, mais est-ce que tu penses que tu aurais dû te former avant d'acheter? Probablement. J'aurais mis ne serait-ce que 2000 € dans une formation, j'aurais probablement économisé 50 ou 70 000 €. Ah, c'est intéressant. Je suis pas un mec... j'ai des programmes, tous ceux qui m'écoutent le savent, mais je suis pas là à prôner la formation. Et comment t'arrives toi à identifier, comment tu te serais dit, on va pas parler de moi parce que ça ferait pas neutre dans cette discussion, comment t'arriverais à te dire, je vais aller chez telle personne, tu t'y connais en plus pas en immobilier, à part ton aventure entrepreneuriale dans la coloc, mais comment tu pourrais définir que tu vas aller te former chez telle personne plutôt que chez telle autre, alors que t'as jamais mis finalement un pied dans un domaine? C'est quoi le curseur qui te fait te dire, je vais prendre ce coach-là? Écoute, j'ai pas trouvé l'offre qu'il me fallait en face. Alors déjà, je te connaissais pas, hein, sinon bien évidemment, ça aurait été toi directement. Il y a deux types d'entrepreneurs. Je suis entrepreneur, je sais pas si les gens le savent. Il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ont du temps et pas d'argent, et il y a ceux qui ont de l'argent mais pas de temps. Je suis dans la 2e catégorie. Encore une fois, on a tous un rapport bizarre à l'argent, j'en parle aujourd'hui librement. Si vous n'aimez pas l'argent, changez de podcast immédiatement. On va parler d'argent. Je fais partie de ceux qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de temps. Moi, ce qui me fallait dans cette histoire, c'est une offre qui s'appelle Done for You, un truc qui est tout fait, qui n'existe pas ou que j'ai même pas encore vu sur le marché aujourd'hui. Il me faut une personne qui vienne, qui me serre la main, qui me dise, Antoine, quel est ton budget, qu'est-ce que tu veux, voilà ce que je te propose comme rendement derrière. Je m'occupe de tout, je vais te trouver un appartement, je vais te trouver des prestataires pour faire les travaux, voici un petit tableau d'amortissement patati patata. Je me prends une com de 10-20 000 balles au passage et ça aurait été mon rêve. Qu'on se mette d'accord, libérer du temps pour regarder une formation qui dure des fois quelques dizaines d'heures, ou alors ne serait-ce que 10 heures, ou même 6 heures, pour moi c'est long. J'ai une société, j'ai des employés, j'ai des salariés, j'ai des tâches comptables et administratives en permanence. Aller me former pendant 12 heures sur une formation, aller faire des visites pendant une semaine, aller négocier des trucs, aller trouver les bons artisans, etc. C'est impensable. Là où par contre, quelqu'un me dirait, voilà Antoine, c'est 20 000 balles, je te file les bons contacts, voici 3 biens, prends celui que tu as envie, mais les 3 sont bons, et les travaux te reviendront à temps et tu as un tel amortissement. Pour moi, ça aurait été le rêve. Oui, donc toi, tu n'envisages pas... Alors, ok, j'ai entendu, je comprends ta réponse, mais elle ne me convient pas, donc il va falloir que tu recommences. Je vais te la reposer. Imaginons que tu doives te former, j'aimerais quand même savoir sur quelle base tu juges un formateur. Écoute, avec les années, avec mon vieil âge de 42 ans, je me fie beaucoup au non-verbal. Non-verbal, ça va être les expressions du visage, la tonalité de la voix, sa posture, comment est-ce qu'il bouge ses mains, est-ce qu'il va me regarder fixement dans les yeux ou pas, est-ce qu'il a un tigre comme animal domestique, est-ce qu'il m'inspire confiance, quel est son background, etc. Ce sera simplement sur des signaux émotionnels, ce qui est au passage probablement pas la meilleure des réponses, hein, mais beaucoup sur l'émotionnel. Bon, là ça me va, mais j'aimerais maintenant que tu me donnes un petit détail parce que ça reste. J'ai compris, mais c'est flou encore. Alors je me demande, ça va être peut-être un peu flou pour eux, mais donne-moi un truc, dis-moi, voilà, le mec fait ça, émotionnellement, j'ai compris le non-verbal, et ça te fait te dire que c'est bon, c'est mauvais, tu vois. Je sais pas si je suis clair, il me manque un petit truc pour comprendre ta réponse. Et du coup, j'insiste, je suis désolé. Admettons, une personne vient me voir, et elle s'appelle Nikolai.
un russe. Un russe. Et c'est pas très original. Un serbe bien voir. Il me dit voilà Antoine. Alors déjà, idéalement, on me l'a recommandé. Voilà. J'ai 2 copains qui me disent, je leur pose une question et puis ils me disent va voir Nikolai, c'est la bonne personne. Alors attends, je t'arrête parce que si tu me dis par recommandation, ça pour moi c'est un mode de choix et je peux l'entendre et je le comprends. C'est après quand tu me dis le non-verbal, tu vois, je vais te donner un truc qui va te faire rire parce que, ah oui, alors je ne voulais pas présenter, là je me rends compte que j'aurais peut-être dû, il est aussi dans le love coaching. Mais tu vois, moi c'était un truc qui m'a toujours fait rire, j'y ai jamais vraiment cru, tu vois, mais moi et mes potes quand on allait en soirée, on se disait que quand une fille elle mettait ses pieds comme ça dans le sens d'un mec, tu vois, on se disait ah ça veut dire que le mec lui plaît. Alors si elle était genre comme ça et qu'elle parlait à l'opposé, donc là en fait tu me vois pas mais j'ai mes pieds qui pointent dans un sens à l'opposé d'Antoine et ma tête qui est dans l'autre, et ben en fait avec mes potes nous on partait du principe que là où pointaient ses pieds c'était le mec qui lui plaisait vraiment. Et tu vois, ça pour moi c'était un facteur. Voilà. Et quand tu me parles du non-verbal, j'aimerais que tu me dises, voilà, ça c'est un facteur. C'est tout ce que je te demande. Alors pour moi, la recommandation c'est un facteur. Mais... Allez, vas-y, on fait un scénar. Nicolas il vient me voir. Il est recommandé par 2 amis qui me disent va voir lui, il est bon. Déjà, ce qui est déjà à peu près, ça fait déjà à peu près 90% de la décision. 2 amis me l'ont recommandé, c'est parti. Je rencontre Nicolas. Il est habillé de manière propre, il n'a pas l'air de sortir de sa voiture, de vivre dans sa voiture. Lorsqu'il me parle, il me regarde dans les yeux, il me serre la main ni trop fort ni pas assez fort. Quand il me parle, il a l'air honnête dans sa façon d'articuler. Il y a un truc en non-verbal, le haut du visage est cohérent avec le bas du visage. Vous savez, tu traces une ligne au centre du nez, une ligne horizontale, et si jamais il sourit, tout son visage en haut et en bas sourit. Quand il est triste, le haut et le bas du visage est triste, et non pas que l'un des deux. Si par exemple je souris comme ça, tu vois, ouais. c'est un faux sourire. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, là oui, d'accord. Alors que c'est un vrai sourire. Encore un bon moment audio aujourd'hui. Et il a éventuellement 2-3 où il me prouve qu'il a 2-3 clients qui sont déjà satisfaits, etc. Des beaucoup, et ça me suffit à peu près largement. D'accord. Ah mais là, la réponse est très claire, je te remercie. Donc c'est intéressant, d'accord, tu te baserais sur les attitudes générales, ouais, parce qu'il s'agit d'argent. Et donc au final, on en revient au début, tu as quand même cette espèce de détachement avec l'argent, mais tu as quand même ce souci de quand même vérifier où tu vas le mettre et le poser. Ouais, quoi. Bien sûr. Et j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que personne ne propose du Done for You en France? Pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de ça? Alors si ça existe, t'as des sociétés qui le font, parce que à mon avis, elles sont pas très visibles. Si, il y en a qui le font. Après, le malheur de ces sociétés-là, on va pas se mentir, c'est que je dirais que tu as une chance sur 2, mais c'est un ressenti personnel que je te donne. C'est-à-dire que je pense qu'elles te proposent de bons produits, mais je pense que les très très bons produits, tu auras du mal à y avoir accès. Et le jeu de l'investissement, c'est d'avoir accès aux très bons produits. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ce travail. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que une très très bonne affaire, ça peut te dégager un salaire, quoi, tous les mois en marge nette dans ta poche. Et donc c'est logique de comprendre que c'est pas neutre. Si moi demain je suis capable de gagner 1500 € net sur un immeuble tout payé pour moi, ça va être compliqué pour moi de le vendre à quelqu'un. Je vais plutôt chercher à le sortir pour moi, parce qu'après, par le système des cumuls des bâtiments ou des biens, tu te retrouves avec des beaux revenus à l'arrivée. Il y a de l'argent au milieu, quoi. C'est pas neutre. Hein. Et moi, j'ai une autre question pour toi. Et je pense que la réponse est déjà oui, sauf que je sais pas comment. Et j'imagine qu'il existe des groupements de particuliers qui se réunissent pour créer ensemble une SCI à 10, 20, 30, 40, et chacun met de l'argent dedans, et une personne est chargée d'aller chercher des biens, et l'administration elle est centralisée pour l'ensemble, etc. Et j'imagine que ça existe. Et comment ça s'appelle? Des SCPI. Et ça se trouve où? Je tape dans internet SCPI, je vais en trouver. Ah ouais, il y en aura plein. C'est sur les marchés financiers, c'est exactement comme les actions en fait, si tu veux. Eh ben ok. Et à quoi on choisit une bonne SCPI? Il y en a une qui est très bonne en Angleterre, c'est Urbania, je crois, de mémoire. Je me rappelle plus bien le nom en fait. Il faudrait que je recherche, je te le dirai. Tu choisis bien une SCPI. Bon, c'est compliqué déjà. Il faut savoir que c'est peu liquide. C'est quand même le défaut. C'est-à-dire que quand tu vas les acheter, si tu veux les revendre, ça va être un peu compliqué à revendre. Après, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le gestionnaire, donc la personne qui gère effectivement la SCPI et le type de bien qui a acheté. Tu as des SCPI qui sont spécialisés dans le logement, par exemple à Paris. Tu vas avoir des SCPI qui sont spécialisés dans les bureaux en Angleterre. Et tu as plusieurs SCPI. Je sais qu'une qui est très très bien, elle est en Angleterre, j'ai oublié son nom, je ne m'en rappelle plus. Après,
pour moi, si tu veux, je vais aussi te donner mon avis, la SCPI, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu as déjà construit ton patrimoine, tu vas avoir un patrimoine sympathique, et tu es bloqué, tu arrives à la limite de tout ce que tu es capable de faire, tac, tu te rajoutes des SCPI pour finaliser, pour mettre ta cerise sur ton gâteau, et le truc est fini. C'est dans ta situation, pour te connaître maintenant un petit peu, je sais que c'est pas ce qu'il te faut au départ. Ok. Pourquoi chaque personne doit trouver son investissement immobilier qui lui ressemble, de sa manière, et trouver ses artisans, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui est jamais mis en relation? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui est regroupé ensemble? C'est les agences en France, aux États-Unis, ça a été fait. Les agents immobiliers ont fait un fichier central et tu y as accès sur Internet. En France, ils veulent pas. Parce qu'après, c'est lié au début de notre discussion, mentalité française. Et donc, si tu veux, en France, on va chercher à signer un mandat exclusif pour essayer de verrouiller sa vente. Et aussi parce que, pour aller un peu dans le sens de ce que dit ta sœur, et qui est pour moi le vrai problème des agences immobilières, l'agent immobilier va toujours justifier sa com. Parce que, comme il n'y a pas de valeur dans ce qu'il fait, il va être dans la justification. Et il y a une problématique inhérente entre le travail qu'il fournit et l'argent qu'il encaisse, qui dérange à la fois le client et parfois même l'agent qui a un problème avec ça. Et comme le modèle des agences immobilières aujourd'hui est quand même... C'est un modèle en dents de scie, si tu veux. Et ben voilà, bon, enfin bref, c'est pas fait en France. En tout cas, un mec comme toi, il doit investir parce que tu es sur le web et que tu es dans un marché qui est purement immatériel et l'immobilier matérialiserait tes revenus. Ça reste mon avis personnel, mais c'est une avis extérieur. Non, t'as 100% raison. J'ai pris des assurances vie au final... qui rapporte rien au final aussi. Et ma banquière me dit, tu sais, quand tu arrives devant une assurance vie, tu as toujours 3 choix. Ils peuvent te mettre ça soit sécurisé, soit moyennement sécurisé, soit un peu risqué. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis quelque chose de sécurisé. Elle me dit, pourquoi? Vous êtes entrepreneur? Je lui dis, justement, j'ai déjà une vie qui est déjà suffisamment insécure au final dans mes revenus, dans de quoi sera fait demain, pour ne pas avoir encore envie de jouer derrière les sommes que je peux posséder. Mais tu as raison, ça fait des très bons modèles et ça se ressent même après ça. On parle du non-verbal tout à l'heure. Quand tu es enfin sécurisé par des revenus récurrents, c'est ton cas, tu es une personne qui est extrêmement saine. Je vois, tu restes un félin depuis tout à l'heure, t'as pas peur, tu vois. Faut arrêter avec ce tic, je vais finir par avoir des problèmes. Bon, écoutez, c'était super, merci Antoine d'être venu. Juste pour finir, je ne voulais pas présenter, mais si vous voulez en savoir plus sur Antoine, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh ben écoute, j'ai un site web qui s'appelle antoinepetavin.com, c'est Peytavin. Et sinon, je donne aussi des méthodes pour cartonner sur le web, notamment. Il y en a un qui s'appelle produitmagique.com. Tapez dans votre navigateur produitmagique.com et ça parle un peu de ma vie et beaucoup de la vôtre. Merci pour cette interview. Super, merci Antoine. Et bah, écoutez, comme d'habitude, tu penses à noter cette émission, tu penses à me laisser un commentaire, ça prend 30 secondes pour toi et pour moi ça m'aide beaucoup. Tu penses, et c'est ce qui m'aidera le plus, à prendre le téléphone d'un de tes potes et à l'abonner sauvagement à la chaîne, c'est encore l'idéal. Et puis sinon, tous les produits sont sur Immobilier Compagnie. Est-ce que tu veux avoir un tigre à la maison qui vient bouffer tes enfants? Non. Alors dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets un putain de pouce vers le haut. Sinon, il sait exactement qui a mis des pouces vers le bas. Il te connaît, il sait qui tu es, il sait où t'habites. Si tu veux voir les photos du tigre, c'est sur Instagram. Salut!